Vous écoutez Arte Radio. Alors, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle un trivial poursuite. Nous, on l'a appelé le trivial poursuite du consentement. C'est quoi le consentement ? Eh bien, c'est bien la question. C'est moi, je connais savoir ce que c'est. Vas-y, dis-nous. Le consentement, c'est par exemple, tu demandes à une personne de jouer à touche-touche. Ouais. Elle veut pas, mais tu insistes. Ouais. Donc ça, c'est le consentement, il n'est pas respecté. Alors que si elle dit oui pour jouer à cache-cache ou à touche-touche, bah là, le consentement, il est respecté. Exactement. On demande d'abord, on pose la question. Ça, c'est la première règle du consentement. À votre avis, c'est quoi la deuxième règle ? J'attends sa réponse. J'attends la réponse, exactement. C'est-à-dire que si je demande à Faten de toucher ses cheveux, si je lui touche directement ses cheveux, est-ce que le consentement, il est respecté ? Non. Et la troisième règle, à votre avis, c'est quoi ? Si elle dit non, on n'insiste pas. Et Ouais. si elle dit oui, on peut. Donc les trois règles, je demande, j'attends et je respecte. Et là, vous avez les trois règles pour respecter le consentement. C'est bon pour vous ? Oui. Allez, le groupe d'Emma, vous commencez à lancer le dé, on est parti. Vas-y, commence. On fait dans le sens d'une aiguille. Et on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Oh non, les derniers, comme de par hasard. Alors, 5. Tu vas aller où ? 2, 3, 4, 5. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 60. Céder n'est pas consentir. 2, 3. Jaune. Tu lis la carte ou tu veux que je la lise ? Je la lis. Vas-y, allez, on t'écoute. J'ai envie de tenir la main dans le rang de Léo. Je lui demande, il me dit non. Je lui prends quand même car je sais qu'au fond, il veut bien. Est-ce qu'il y a consentement ? Non. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, elle a demandé à Léo, mais Ouais. Léo, il voulait pas. Donc, c'est pas le respect, c'est pas bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui. Ouais, dans le rang, ou qu'on fasse un câlin, vous n'avez pas envie, qu'on vous prenne la main, qu'on vous oblige à jouer avec quelqu'un alors que vous vouliez pas trop, ou pas ? Oui, Ouais. plein de fois. Ça vous arrive tout le temps ? Ça m'a touchée d'entendre ces enfants et de rencontrer Faten, Lucie et Esmé, les animatrices de l'association Projet Luna à Bordeaux. Ce sont elles qui ont conçu et fabriqué ce jeu. Quelle force et quelle puissance de connaître le mot consentement à l'âge où moi je n'en avais jamais entendu parler. J'ai dit bon d'accord, même si j'avais pas envie. J'ai pensé à mes enfants, à ces jours où ils me disent stop lorsqu'ils en ont marre des chatouilles sur le canapé, à leur satisfaction lorsque je m'arrête, les mains en l'air, et que parfois ils décident de me demander dans un sourire « Encore maman ». Faut faire attention, même si des fois on a très envie, faut quand même respecter. En même temps, je ne peux m'empêcher d'être un peu triste. Je sais que demain, ma fille me racontera qu'on l'a forcée à manger du pain à la cantine. Et que mon fils se plaindra d'avoir dû rester si longtemps assis sur une chaise sans pouvoir décider du moment où il irait aux toilettes. L'association Projet Luna travaille d'ailleurs aussi avec les adultes autour du recueil de la parole des enfants. Celle-ci compte si peu. Généralement, lorsqu'on évoque le mot consentement, c'est d'abord en termes juridiques. On pense à la définition pénale du viol, un crime caractérisé par tout acte de pénétration, commis par violence, menace, contrainte ou surprise. Alors même que le mot consentement ne figure pas dans cette loi, il est présent partout lors des audiences. Depuis MeToo aussi, le mot se propage en dehors des tribunaux. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions avec le consentement. Je suis allée à Nogent-sur-Marne, rencontrer des étudiantes en métier du textile, des arts et du spectacle. Elles ont 19 ou 20 ans, et grâce à Anaïs, leur professeure, elles étaient 35 ce matin-là, assises en rond, l'une à côté de l'autre. Elles avaient hâte de parler, de me raconter ce que le mot consentement évoquait pour elles. Moi, le consentement, c'est quelque chose sur lequel j'ai mis un mot assez récemment dans ma vie. Il n'y avait pas le mot consentement dans mon vocabulaire, mais c'est quelque chose qui est quand même ancré dans mon éducation. Mes parents, ils ont toujours fait en sorte que les enfants soient d'accord avec ce qui se passait. Enfin, n'importe quelle situation était actée.
Par exemple, ma sœur, elle voulait jamais faire la bise aux adultes. Elle détestait ça. Et mes parents, ils ont bien fait comprendre aux autres gens qu'il fallait pas forcer ma sœur à faire la bise si elle voulait pas. Mais ça n'empêchait pas qu'elle dise bonjour. La politesse, c'est dire bonjour, dire au revoir, dire merci. La bise, c'est pas obligatoire parce que ça contraint un contact physique qu'elle avait pas envie. C'est vrai que du coup, les adultes en comparaison étaient pas forcément bah oui, mais elle est pas polie. Bah si, elle est polie, c'est juste qu'elle veut pas de contact physique. Ça, pour moi, ça rentre dans cette case de consentement. Et du coup, je trouve ça hyper important que maintenant je connaisse ce mot aussi, de le faire comprendre aux enfants. J'ai été babysitter il y a pas longtemps et il fallait qu'on s'occupe de leur bain. Et je ne me voyais en aucun cas ne pas leur demander avant de les laver si je pouvais les toucher. Et les enfants, ils étaient pas étonnés, mais c'était bizarre pour eux que je demande. Et je trouve que c'est important quand même de faire ça aux enfants que même si, oui, c'est moi qui m'occupe de ton bain, et je te demande quand même parce que c'est ton corps. Je trouve que ce que tu dis, Maëva, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que j'ai remarqué que tu faisais hyper attention à ça, même pour des petits trucs qu'on peut juger pas graves, genre les câlins et tout ça. Après, moi, avant, et je travaille beaucoup dessus, j'avais beaucoup de mal avec le contact physique. Et du coup, je le verbalisais pas parce que je me disais que c'était débile. Genre que c'est pas grave si la personne, elle me met sa main ou... Et du coup, j'ai appris à le dire et je trouve que en fait, c'est important parce que même si c'est un tout petit truc, mis bout à bout, en fait, ça peut être quelque chose qui pèse un peu. Il y a quelque chose par rapport à ça, c'est que on pose plutôt la question de est-ce que toi tu sais dire non, mais on n'a pas beaucoup le est-ce que tu sais poser la question de est-ce que c'est ok ou pas. Du coup, on parle beaucoup dans un sens, donc est-ce que les hommes sont réceptifs au non des femmes, mais je trouve qu'on parle pas aussi, par exemple avec un ancien partenaire, c'était hyper compliqué pour lui de comprendre qu'il avait le droit de dire non à ce qui se passait. Comme c'est souvent eux qui proposent et qu'on leur dit aussi souvent que un homme doit toujours accepter niveau sexualité parce qu'on sait jamais si demain se trouve la meuf elle veut pas, quand c'est nous on propose, bah ils sont tout le temps ok. Et ce qui est fou, c'est que même quand, imaginons, on est en soirée, plus t'es bourré, moins tu sens que t'en es capable. Alors que j'ai l'impression que eux, même quand ils sont incapables, ils ne vont pas dire non. Genre, j'ai plein de potes qui se sont retrouvés dans des situations hyper gênantes où ils pouvaient pas bander parce que leur corps leur disait « Mais en fait, c'est pas possible. Tu n'es pas en capacité de bouger. » Et eux, rien que dans leur tête, ils étaient là en mode « Mais si, il va se réveiller, c'est pas possible, je peux pas dire non. » Et c'est des situations où ils devraient aussi s'écouter et j'ai l'impression que c'est pas assez sensibilisé. Les paroles de ces jeunes femmes résonnent avec les travaux de la sociologue Lydia Fener. Elle a réalisé une thèse sur le consentement en tant qu'outil de prévention dans le cadre de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Elle y explique que la notion de consentement présuppose que le corps des femmes est considéré comme à disposition des hommes et qu'elles doivent accepter ou non la proposition de l'autre. On va plutôt avoir à employer les discours d'enseigner aux garçons comment demander le consentement de l'autre et comment l'écouter, le respecter. C'est votre responsabilité de demander aux filles est-ce que tu veux, est-ce que tu es d'accord avec, est-ce que tu as envie, etc. Plus que de dire est-ce que tu es à l'aise, enfin voilà, mais c'est vraiment plus est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu veux, et aux filles de dire oui ou non. Oui, ça, le binaire oui ou non est fondamental à la notion du consentement, d'ailleurs aussi dans des discours juridiques ou autres. Et aujourd'hui, il y a eu des évolutions, on va plus dire un oui est un oui, ou le consentement est sexy, enfin tout ce qui est autour du consentement positif, affirmé, enthousiaste, etc. Mais ça revient toujours au binaire oui ou non, et ça revient toujours à la permission. De se dire, ok, je suis d'accord, je donne accès à mon corps ou pas. Et ça, c'est mon droit fondamental dans la loi. On a la propriété sur son corps. Et son corps est donc un bien, quelque part. En fait, la valeur derrière ça, c'est le droit à la détermination de soi, ou une injonction à la responsabilité individuelle aussi. C'est un produit d'une pensée néolibérale basée sur un idéal qui n'existe pas. C'est basé sur un idéal d'égalité. C'est basé sur un idéal de l'autonomie pleine de son corps dans une relation avec l'autre. Ça prend pas en compte le contexte genré du monde, le contexte genré des interactions sociales et sexuelles, et non plus les rapports sociaux de sexe, notamment les rapports de force ou de pouvoir.
Je me souviens très bien de mon premier baiser. C'était avec un garçon, devant la grande grille blanche qui entourait la maison de mon enfance. Nicolas m'y raccompagnait tous les jours depuis quelque temps. Il ne me plaisait pas vraiment, je ne comprenais pas pourquoi il s'intéressait autant à moi, mais j'étais flattée. Il m'écrivait des lettres aussi, dans lesquelles il glissait des fleurs séchées. Ces lettres me mettaient mal à l'aise. Un jour, devant la grille donc, il m'a embrassée. Je n'en avais pas envie, mais je n'ai même pas eu l'idée de le repousser. Je suis rentrée chez moi. Ma petite sœur nous avait vus par la fenêtre, on a rigolé. J'étais heureuse, un peu fière. Je me disais, ça y est, j'ai embrassé un garçon. Ou plutôt, un garçon m'a embrassée. Sans aucune autre forme d'émotion. J'avais alors quelques années de moins que les jeunes femmes rencontrées à Nogent-sur-Marne. Celles-ci ont été nombreuses à vouloir raconter dès le début de notre rencontre les nombreuses relations sexuelles consenties mais non désirées qu'elles avaient vécues. Par exemple, ma dernière relation, j'ai eu un moment où de base on était juste censé dormir, puis je me réveille, je vois qu'on me touche et au niveau de tout ce qui est sexuel, j'ai beaucoup de mal depuis toujours, ce qui fait que pour mon partenaire, des fois ça peut être un peu long. Ce qui fait que quand il s'est permis de me toucher, je me suis dit peut-être que je dois le laisser faire même si j'ai pas envie, parce que ça fait déjà un moment qu'on est ensemble, ça va le saouler ou des choses comme ça. Et on veut pas vexer la personne en face, ce qui fait que souvent on banalise entre guillemets des choses qui peuvent être faites. Je me suis rendu compte que c'était problématique que quand la relation s'est finie. Personnellement, après avoir vécu plusieurs viols et tout ça, j'ai tendance à très vite me sentir désolée de ne pas pouvoir permettre à l'autre de vivre certaines choses, même des choses dont j'aurais potentiellement envie, mais que je ne suis pas capable de faire. Et j'ai tendance à beaucoup m'excuser de ça. Personnellement, j'ai déjà été agressée sexuellement et j'ai été dans des relations avec des femmes et des hommes. Et quand je suis avec un homme surtout, j'ai l'impression de leur devoir quelque chose en fait. C'est une preuve d'affection un peu. Si on ne satisfait pas leurs besoins, on n'est pas une copine normale, on n'est pas une copine assez bien et qu'ils pourraient trouver une qui est normale. Et des fois, avec les inconnus, je trouve que c'est facile de poser des limites puisque je les connais pas, mais quand c'est mon copain ou mes amis, je baisse un peu mes limites. Ça m'est aussi arrivé de dire oui alors que clairement je ne voulais pas. Enfin, on m'a vraiment littéralement plusieurs fois demandé pourquoi tu dis non finalement. Est-ce que tu n'as vraiment pas envie? La raison pour laquelle tu dis non, est-ce qu'elle est vraiment logique? Et en fait, tu te sens bizarre à devoir justifier ça. Et du coup, tu te retrouves à te sentir ridicule de dire non. Ça devient un oui qui n'est pas du tout réel. Mais c'est après qu'on se rend compte que ce oui, il n'était pas éclairci. Bon, mon copain comprend totalement et il me laisse le temps et ça avance petit à petit. Enfin, on y va très doucement. Mais tu te sens quand même coupable après de pas arriver à faire des choses basiques. J'ai l'impression que ça rend pas une relation normale, quoi. Une nuit, un fracas la réveilla. Elle courut hors de la grotte. Le ciel entier semblait avoir pris feu. Les mains au-dessus des sourcils, le visage fouetté de lueurs livides, elle cria « Non !» et se mit à hurler et à gémir. Les écureuils s'échappaient en glapissant dans les branches. Les rongeurs se hâtaient de s'enfouir sous terre. Toutes les bêtes de la forêt tremblaient avec elle. Elle courut dans sa grotte et s'y tapit. Les mains sur les oreilles, elle finit par s'endormir à force de crier et de pleurer. Un coq de bruyère se percha sur la palissade de l'entrée et regarda à l'intérieur. Une taupe sortit du tuf son museau rose d'aveugle. La paix était revenue. Une légère fumée dominait la crête des arbres. Alors, dit à mi-voix la jeune femme, face contre terre. J'ai dit oui, et j'ai dit oui encore.
le droit d'être homme, acheté dans le sang de l'ennemi et du fauve. Je suis bien trop fatiguée pour être fière de quoi que ce soit. Françoise Daubonne, Rêve de feu. La sociologue Lydia Fener m'a raconté qu'une immense majorité de femmes disent avoir vécu au moins une expérience sexuelle consentie mais non désirée. Parce que ces deux notions ne vont pas forcément de pair. On peut ressentir du désir mais décider de refuser une relation sexuelle. On peut consentir à une relation sexuelle sans éprouver de désir. En 1991, l'anthropologue féministe matérialiste Nicole Claude Mathieu abordait déjà cette question en parlant du consentement des dominés à la domination et en employant cette phrase devenue célèbre « quand céder n'est pas consentir ». Aujourd'hui, la sociologue Alexia Boucherie prolonge ses réflexions. Pour elle, il y a une construction genrée du consentement. Les femmes vont beaucoup moins facilement refuser. Il faut être docile, il faut accepter les choses, dire non. Même dans un contexte pas sexuel, c'est hyper compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué quand on est une femme et qu'on a intériorisé le fait que nos voix comptent moins et aussi le fait que c'est mal vu de s'imposer. Chez les hommes, il y a quand même vachement plus de facilité à dire quand on n'est pas d'accord, par exemple, et à donner son point de vue et que son point de vue soit respecté et valorisé. Pour les femmes, il y a vraiment l'idée que on peut pas toujours refuser. Il faut quand même accepter, mais il faut pas quand même tout le temps accepter non plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les hommes vont avoir peu tendance à refuser aussi. Parce qu'il y a l'idée que avoir une sexualité entreprenante, une sexualité multiple chez les hommes, ça valorise leur image de virilité, d'être un homme qui plaît, qui se valorise par le nombre de partenaires aussi. Il y a cette idée-là de amour égale sexualité. Ça vient du modèle hétéronormatif qui est repris aussi dans des couples non hétérosexuels. Dans le bouquin, du coup, je parle d'autocontrainte à la sexualité. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de se dire, il faut faire de la sexualité. Il n'y a pas d'autre choix que d'y passer. Alors que ça pourrait juste être un loisir ou une pratique comme ça qu'on fait juste par envie. Et si on la fait pas, c'est pas grave. C'est comme à l'époque où il y avait beaucoup moins de visibilité LGBT ou des choses comme ça, c'est se dire que l'hétérosexualité, c'est un allant de soi, il faut y passer. Et donc là, la sexualité, c'est pareil, c'est un allant de soi. C'est considérer que la norme, c'est d'être sexuel. Et c'est en ça où c'est très intéressant d'avoir des discours de personnes asexuelles, de montrer qu'il y a d'autres possibles. Aimer quelqu'un, c'est différent que de faire du sexe avec. On peut aimer quelqu'un et faire du sexe avec, on peut aimer quelqu'un et pas faire de sexe avec. C'est vraiment venir déconstruire aussi la construction historique de la conjugalité autour de la reproduction, mais ça reste encore fortement lié à la relation conjugale et à la preuve de l'amour qu'on a pour l'autre. Ce qui est beaucoup revenu, c'est j'ai la flemme, mais ça fait plaisir à l'autre, je me laisse faire en fait. Je me laisse faire et ça me dérange pas. Se faire plaisir, il n'est pas forcément problématique si la relation est assez équilibrée. Ça pose des questions aussi de régularité, c'est-à-dire que est-ce que c'est toujours dans le même sens ? Et après, il y a aussi des situations où on n'avait pas envie, mais on l'a fait parce que sinon, par exemple, l'autre ne lâchera pas, quoi. Il y a vraiment cette idée-là qui est vraiment fortement revenue de personnes qui vont dire franchement, je préfère y passer pendant 5 minutes et après, je suis tranquille pendant une semaine, quoi. C'est pour aussi s'épargner une énième discussion et une énième réassurance sur le fait que non, je t'aime encore, juste là, j'ai pas envie de sexe. Éviter des disputes, par exemple, ou qu'il y ait toujours la même conversation qui revienne sur la table, ou alors est-ce que c'est pour éviter des violences ? Et ça, c'est important à prendre en compte, et c'est ce que j'essaie de définir là dans ma thèse, c'est vraiment de pouvoir nommer les conditions matérielles qui permettent de refuser ou d'accepter. Quelles sont les conséquences réelles qui peuvent arriver si on refuse. Les personnes qui vont avoir le plus facilement tendance à refuser des relations sexuelles, c'est des personnes qui, par ailleurs, ont construit une autonomie financière, une autonomie individuelle aussi. Enfin, c'est cette idée de « je ne dépends pas de l'autre ». Donc, je peux plus facilement refuser parce que je me fiche des incidences. Quand on se retrouve dans un déséquilibre total, qui soit par exemple un énorme écart dans les rapports d'âge, en gros, plus il y a de rapports de pouvoir, plus
cette idée-là de « je vais le faire pour faire plaisir » se questionne. Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse, car les jours où l'ennui me course, moi je sens la mort à mes trousses. Tu penses que je suis sage, je maîtrise les mirages, j'arrive à te cacher ma rage, je veux t'épargner mes naufrages. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la peine que je cache à l'intérieur. Pour Alexia Boucherie, les rapports de domination liés à la classe, la race, au handicap, au statut hiérarchique au travail ou à l'âge ont des effets tout aussi forts sur le consentement et viennent s'articuler au rapport de genre. À Nogent-sur-Marne, plusieurs jeunes femmes m'ont raconté la difficulté à choisir les pratiques sexuelles qu'elles souhaitaient avoir lors des relations qu'elles ont pu entretenir avec des hommes plus âgés, ou l'impossibilité de repousser les avances de leur patron de 20 ans leur aîné lors des stages en entreprise. Vous pouvez venir vous installer. Merci. Pour cet épisode, il m'a semblé important d'entendre la parole des hommes sur le consentement. Rappeler que c'est un cercle d'écoute, qu'on était ici dans une perspective de lutte contre tout type de domination. Je me suis rendue dans un groupe de parole en non-mixité, entre hommes, mais encadré par des femmes féministes. Celles-ci voient dans ces moments des pistes d'évolution possibles, à condition que le cadre soit posé. Elles souhaitent apporter leur regard pour rediriger la discussion. Des conditions nécessaires pour permettre de réelles remises en question. Pour lancer un peu, on avait un peu cette première question. Est-ce que cela vous est déjà arrivé qu'on vous dise que le consentement n'a pas été respecté, ou bien vous en rendre compte de vous-même, et comment vous réagissez ? Oui, plusieurs fois, et avec différentes intensités. Je suis soignant. Donc en fait, le rapport au corps et au consentement, c'est arrivé dans mes études qu'on en parle. Et un truc qui m'a choqué, c'est que on en parlait beaucoup en cours, et dans la pratique, dans des stages, on voyait que c'était mis au second plan parce que ça prend du temps. Et en fait, j'ai été tout simplement confronté à des patients qui m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas consentants, soit par un mouvement de bras ou quelque chose. Et là, en fait, moi j'ai compris que j'ai merdé dans le travail. C'est le moment où tu fais « Ah, là je suis passé à côté d'un truc grave, quoi. » Là, t'as fait du dégât, t'as été violent. Et après, tu fais le parallèle avec ce que toi, ta vie privée, et tu viens rechercher des histoires, des moments, des situations, tu te rends compte de choses, et tu fais est-ce que là, c'était consenti, en fait ? Et ça va dans juste un câlin, ça va juste dans une caresse, ça va... Et en fait, après, tu vas chercher plus loin dans ta vie intime, et tu te remets en question, et tu dis, en fait, jusqu'où c'est allé ? Moi, je suis un homme gay et donc j'ai pas été confronté dans ma vie au consentement de la part de femmes. Mais moi-même, j'ai été confronté à des situations où j'ai pas été consentant dans ma vie, d'un point de vue sexuel. Et souvent, alors moi en l'occurrence, ça a souvent été avec des hommes plus âgés que moi. Où là, il y avait un rapport aussi de domination, de force physique et émotionnelle. Une ascendance qui fait que sur le moment, on dit oui, mais a posteriori, on se rend compte que... Voilà, en fait, c'était non, en réalité. J'ai été amené à dire oui, presque par politesse aussi, en fait, finalement. Parce que, je sais pas, le mec m'avait invité à manger, par exemple, m'avait payé un verre, enfin, parce que le mec était sympa, en fait, ou que, voilà, je lui avais aussi fait espérer des... Enfin, vraiment, j'ai le sentiment parfois d'avoir dit oui par politesse. Moi, c'était pas par politesse, c'était plus par devoir. Je me suis rendu compte qu'il y a des fois, j'ai eu des relations sexuelles, mais je m'étais même pas posé la question de est-ce que j'ai envie de coucher avec cette personne, c'est j'ai une occasion, j'y vais. Je pensais aussi tout à l'heure, est-ce que justement peut-être, mais vous vous êtes aussi déjà retrouvé dans une position de pouvoir ou d'emprise sur quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce qui se joue au niveau du consentement à ce moment-là ? Moi, j'ai eu une expérience comme ça où c'est une histoire que j'ai eue avec quelqu'un où un soir, première fois qu'on dort ensemble, et il y a des bisous, et elle veut pas aller plus loin, et moi il n'y a pas de problème. Mais le lendemain, elle s'est excusée. Et j'ai essayé de la rassurer, etc. après coup, mais j'étais
très attristé de la pression qui s'est retrouvée sur ses épaules plus tôt. Si je peux me permettre, à ce moment-là, est-ce que toi tu t'es du coup posé des questions par rapport à ton passé et les relations sexuelles que tu as pu avoir avec des femmes et te dire que peut-être à certains moments, en fait, il y a eu des relations sexuelles qui n'ont pas été consenties de la part de femmes sans même que tu t'en aperçoives en fait? Bah évidemment que tu te poses la question. Je peux pas savoir à quel point le consentement était présent avec des rapports que j'ai eus avec d'autres partenaires auparavant. Moi, de mon côté, j'ai l'impression d'avoir fait attention et de base, par défaut, d'être à l'écoute. Je me permets de demander du coup ce que tu dis concrètement, comment tu t'assures que tes partenaires sont consentants? Les domaines de la séduction, c'est des domaines où il y a pas mal de non-verbal et de langage des corps et d'initiatives, que ce soit d'un côté ou de l'autre, ou aussi de répondants. Une personne qui nous embrasse en retour, il y a un sentiment de c'est fluide et que c'est ok, etc. Souvent, les choses se font parce que des deux côtés, on sent que ça a envie de se faire. Et la suite des événements fait que, bah oui, il y avait du consentement des deux côtés. Je vais rebondir sur l'aspect, le fluide, le naturel. Moi, je sais que c'est des trucs que j'ai du mal à interpréter. Les non-verbales, le non-dit, etc. Et je trouve qu'il est très romantisé. Le non-verbal, on peut en dire ce qu'on veut. En fait, c'est pas... Tu vois ce que tu as envie de voir. Si j'enlève mes lunettes, je vois pas de manière précise. Et c'est sûr que ça peut très très bien se passer, ça peut être génial. Mais en fait, t'es jamais sûr. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation, dans un lit avec une fille qui était une amie, où je me suis fait caresser le dos. J'ai cru que c'était une ouverture. J'ai commencé à caresser en retour. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question de, en fait, je veux juste m'assurer que c'est ok. J'ai demandé. Et en fait, non, elle voulait pas et ça s'est arrêté là. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant que j'étais allé trop loin, que c'était pas normal et qu'elle voulait plus me parler. Et tu vois, le non-verbal, là, au début, c'était plutôt un truc équivoque. À un moment, je l'ai senti se tendre et c'est le moment où j'ai dit stop. Mais en fait, c'est déjà trop tard. En fait, ça, c'est un terme, c'est une agression. Ces derniers temps, on parle beaucoup de la nécessité de développer le consentement à travers une communication verbale et directe. Mais dans les faits, celui-ci passe toujours par des échanges non-verbaux et indirects. C'est ce qu'a pu constater la sociologue Alexia Boucherie au fil de ses travaux. C'est vraiment le consentement, ça se sent. Le consentement, ça se voit. Et ça, c'est un truc qui revient vraiment souvent quand on me pose la question de comment tu vois qu'une personne est consentante. Directement, c'est ça se voit. Ok, ça se voit, mais comment? Raconte-moi là concrètement, comment tu t'es dit, ok, il va y avoir une relation sexuelle avec cette personne. Et c'est là où les personnes vont plutôt me parler du contexte autour. La personne s'est déshabillée, la personne m'a embrassée. Enfin voilà, ça va se déduire plutôt de gestes qui s'apparentent à du désir. Se toucher les mains, puis les épaules, puis s'embrasser. Alors les personnes me parlent de la respiration. Il y en a qui me parlent des pupilles dilatées. Et puis vraiment le fait de se laisser faire en fait. On part du principe que si la personne n'a pas envie, elle refusera. Or, on se rend bien compte que refuser, c'est compliqué. Il y a des moments où, si les personnes sont vraiment pas sûres de ce qui est en train de se passer ou pas sûres de l'envie de l'autre, il peut y avoir une question. Mais c'est rarement du brut de « j'ai envie de toi, est-ce que tu as envie qu'on couche ensemble ?» Ça, c'est des approches qu'il peut y avoir, et ça se retrouve plutôt dans les milieux queer, justement, d'être cash, en fait, sur ses envies, d'être honnête aussi. Le déguisement du but sexuel, c'est quelque chose que j'essaye de théoriser dans ma thèse, c'est vraiment de montrer que le fait de ne pas visibiliser, ne pas poser la question du consentement de l'autre, ça permet plus facilement d'atteindre un but sexuel parce que on ne facilite pas la possibilité de refuser cette relation sexuelle. Si justement on se base sur l'enchaînement des corps consentants, enfin de ce qu'on pense être des corps consentants, on s'évite le fait de proposer à l'autre de s'échapper de cette chorégraphie, quoi. Et même quand il y a un non, il y a des personnes qui peuvent insister, ou il y a des personnes qui peuvent dire tu dis non, mais tu penses oui. Quand on regarde les discours justement des accusés de viol, voire même les statistiques qui sont sorties, il y a des personnes qui croient réellement que quand une personne dit non, on peut penser qu'elle dit oui. Donc il y a tout cet imaginaire-là à déconstruire encore, toute cette idée de la conquête en fait, d'aller conquérir un corps défendant. Plus je vais galérer, plus je vais prouver que cette personne-là
je tiens à l'avoir. Et plus, en gros, ça démontre le fait que je tiens à cette personne. Dans les pistes à explorer, c'est un panel d'outils à pouvoir expérimenter qui ne soit pas seulement centré sur notre désir ou quoi que ce soit. C'est cette idée de pouvoir avoir une porte de sortie. C'est vraiment se dire que si là, je ne veux plus de cette relation sexuelle ou je ne veux pas avoir de relation sexuelle, je peux facilement m'en sortir. Donc c'est l'idée de travailler sur les manières de laisser ouverte justement cette porte de sortie. C'est de visibiliser le fait qu'il n'y aura pas de conséquences néfastes. C'est presque d'anticiper en fait le fait que c'est compliqué de refuser, donc de venir faciliter le travail de refus. Dans les relations, c'est pas toujours simple de parler de sexualité, mais effectivement, il y a le fait de pouvoir parler ouvertement des envies, des limites, de ce qu'on a envie de faire, mais pas tout de suite. C'est vraiment d'arriver à aussi désacraliser la sexualité. C'est pas parce qu'on fait pas de sexe que je t'aime plus. C'est pas parce qu'on fait pas de sexe que tu vaux rien. Ça, c'est aussi un point hyper important de comprendre pourquoi ça vient frustrer et d'essayer de désamorcer ça aussi. Genre, c'est pas grave en fait. Il y a vraiment ce truc-là de « ok, on baise pas, c'est pas grave ». Avoir conscience de tout ça. Moi, le consentement, il doit être réversible. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dis oui, demain peut-être que je dirai non. Genre en fait, on peut le reprendre. J'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être quelque chose qui va être difficile à accepter parce que du coup, il y a un changement d'avis. Par exemple, c'était l'année passée, j'ai été violée et c'était quelqu'un avec qui je souhaitais partager au départ des relations charnelles. Simplement, il y a eu des limites qui ont été franchies, ce qui fait que par la suite, les relations sexuelles qui se sont produites n'étaient pas souhaitées de ma part. En fait, c'était mélangé avec de la surprise parce que c'était tellement un non qui était évident qu'il n'était pas possible de le dire. J'étais totalement sous le choc parce que je ne pensais pas qu'il était possible que des conditions exprimées clairement puissent être outrepassées. J'étais dans un état de dissociation. Je n'ai pas dit non, mais pour autant mon corps disait non. Même il y avait des sons qui le disaient, il y avait tout qui montrait que c'était non, mais sans pour autant le dire. Et parfois le consentement, c'est pas forcément dire non, c'est juste écouter davantage l'autre et voir les réactions, etc. pour comprendre. Parfois, je pense par exemple à la situation d'embrasser quelqu'un. Je trouve ça extrêmement sexy de demander « est-ce que je peux t'embrasser ?» Même si on ne le demande pas, on voit la notion de consentement, on voit si la personne, elle aussi, elle souhaite se rapprocher. Ou si au contraire, elle s'éloigne, ou alors si c'est une prise par surprise, etc. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes aussi, ils pensent qu'il y a des accusations qui sont pas vraies juste parce que pour eux, c'est pas ça, une agression sexuelle, quoi. Par exemple, l'homme qui m'a agressée, pour lui, c'était même pas une agression, ce qui s'est passé. J'étais complètement ivre. Et la première fois, je lui ai dit oui. Et après, j'ai fait que de dire non, sauf qu'il a dit que c'était... j'avais dit oui, en fait, ça sert à rien de changer d'avis et de regretter après. Voilà quoi. Donc pour lui, c'était pas une agression parce que j'ai dit oui au début et pas après. Et du coup, il dit à tout le monde que c'est pas le cas. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de vachement simple à se dire bah non, c'est pas ça. Je vais pas me remettre en question en fait. Je vais continuer à avoir des comportements problématiques. Parce que si je me rends compte que ça l'est pas, ça veut dire qu'il faut que je remette en question tout. Et ça va sur les relations sexuelles, mais pas que ça du tout. En fait, c'est dans les relations hommes-femmes de manière générale. Par exemple, les hommes qui disent qu'ils essayent vraiment de faire la vaisselle, de faire ce genre de trucs, et que c'est juste qu'ils n'arrivent pas à en prendre conscience ou à s'en rendre compte, c'est pas vrai. Ils voient bien que le linge n'est pas mis à sécher ou quoi, c'est juste que ça les arrange pas de se rendre compte qu'il faut le faire. Faire croire aux gens que on essaye vraiment, mais de ne pas le faire, c'est une situation qui est hyper valorisée, alors que, en fait, concrètement, ils continuent à perpétuer des choses terribles, quoi. Depuis cet événement, je me mets dans des mesures de protection. J'essaye de prendre beaucoup de recul. Plutôt que d'être happée par les relations, j'essaye de me demander qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je ne souhaite pas. J'essaye d'avoir des limites de plus en plus claires dans mon esprit pour
être certaine de pouvoir les exprimer si celles-ci sont outrepassées. Pour d'une certaine manière pouvoir me surprotéger. C'est tout bête, mais sur mon téléphone, j'ai une liste de choses sur lesquelles je ne consens pas. Et comme ça, c'est écrit. Par exemple, le fait d'utiliser un préservatif pour tout. Le fait de ne pas avoir de marque sur mon corps. Pareil, j'ai un souci avec le fait de toucher un liquide qui appartiendrait à l'autre. Et ça, je le signale. S'il se passe quoi que ce soit, je me dis « Ah, mais ça, je suis sûre de l'avoir dit. » J'ai envoyé ma liste. Et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais je suis plutôt fière des avancées par rapport à ça. Nous reculons devant notre pouvoir. Nous nous abaissons. Nous affamons nous-mêmes. Et l'une l'autre, nous avons une peur bleue de ce que ça pourrait être de prendre et d'utiliser notre amour. D'arroser une ville, un monde avec. De brandir et de guider son jet, détruisant poisons, parasites, rats, virus. Qu'est-ce que je lui ai caché ? Qu'est-ce que je lui ai refusé ? Quel manque souffert ? Comment dans ce corps ignorant s'est-elle cachée, attendant sa libération ? Jusqu'à ce qu'une lumière incontrôlable commence à se déverser de chaque blessure et suture et de toutes les ouvertures sacrées. Le rêve d'un langage commun. Adrienne Rich. En avril dernier, une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle propose d'élargir la définition à tout acte sexuel non consenti, et le consentement ne pourrait être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Pour les rapporteuses du projet, cette nouvelle définition permettrait de faire aboutir plus de dossiers jugés trop fragiles, notamment ceux des victimes en état de sidération ou confrontées à des situations d'emprise et de coercition. Cette proposition de loi a été nourrie par les réflexions de nombreuses juristes féministes. Elles aspirent à ce que le parquet enquête sur les mesures prises par le mis en cause pour s'assurer du consentement de la victime, comme en examinant son récit, mais aussi son parcours de vie, sa position, le pouvoir qu'il exerçait et la manière dont il a pu abuser d'une ascendance ou d'une vulnérabilité. Parce que si depuis MeToo, les discours et les représentations autour du viol tendent à changer et qu'une culture du consentement se construit, les pratiques évoluent peu. C'est ce que m'a expliqué Rebecca Lévy-Guillain. Elle est sociothérapeute et vient de soutenir une thèse de sociologie sur la culture du consentement et la recomposition des rapports de genre et de la sexualité après MeToo. Pour elle, MeToo a permis aux femmes comme aux hommes de relire leurs expériences sexuelles passées sous un nouveau prisme et de les interroger. Mais les conséquences psychologiques ne sont pas les mêmes pour les auteurs et les victimes. Chez les hommes, moi, ce que j'observais, c'était qu'après avoir ce temps de honte, de culpabilité, il y avait des formes d'arrangement cognitif qui faisaient que ils arrivaient à se revaloriser. Soit en se disant « Bon, c'est vrai que j'ai fait ça, c'était pas bien, mais je suis réflexive. » Et par rapport aux autres hommes, c'est quand même pas mal. Ensuite, en utilisant l'argument de en fait, c'est pas de ma faute. C'est juste que je suis un homme et du coup, la société m'a forgé comme ça. Donc, c'est pas de ma faute parce qu'en fait, il y a des rapports sociaux. Les femmes, elles ont tendance à s'engouffrer dans des spirales d'autodévalorisation. Et ça, c'est une grande différence parce que du coup, ça amène dans un cas les femmes à estimer qu'elles méritent moins. Donc, du coup, il y a plein de formes de stratégies pour éviter, du coup, ces situations. Et moi, ce que j'observais, et ça, c'est pas forcément très conscient, mais c'est une forme de thermomètre de l'envie. En fait, j'ai appelé ça comme ça parce que c'était toutes les femmes qui, en fait, en amont d'un rapport sexuel, mais en amont parfois plusieurs jours avant ou plusieurs heures avant de rencontrer, par exemple, leur date du moment, en fait, elles s'auto-analysent, elles se sondent pour se dire, bon, là, je vois ce mec, mais est-ce que je vais avoir envie de coucher avec lui ? Est-ce que là, je désire ou pas ? Du coup, si elles ont un doute,
de complètement annuler la rencontre ou bien de trouver des subterfuges pour que la situation de sexuelle ne se présente pas. Mais du coup, c'est juste que ça, c'est une autre inégalité parce que les hommes, ils se posent pas toutes ces questions. Ils se posent pas pendant 1000 ans la question de savoir est-ce que vraiment dans leur corps, ils désirent ou pas. Et en plus, parfois, ça amène à se poser la question si on désire, mais 5 heures avant. Alors que le désir, c'est quand même une émotion qui est contextuelle. Enfin, on peut difficilement prévoir si on va désirer dans 6 heures. Ça amène à une nouvelle forme de contrôle de la sexualité des femmes, qu'elles s'appliquent à elles-mêmes, enfin une forme d'autocontrôle, alors que les hommes, ça les amène in fine à se valoriser et potentiellement du coup à pouvoir tirer une forme de valorisation de son parcours de transformation en disant ça c'était quand j'étais jeune mais maintenant je suis différent, j'ai beaucoup progressé, donc ça montre que je suis pas stupide, je sais m'adapter, je sais changer en fonction de ce qu'on me dit, c'est les nouveaux habits de la domination masculine entre guillemets. Enfin moi j'ai déjà entendu plein d'enquêter, mais même de copines qui disaient ah oui alors sur les applis en fait le pire c'est les mecs qui se disent déconstruits, ça faut fuir parce qu'en fait il vaut mieux avoir un mec qui est hyper conservateur, qui connaît rien au féminisme mais qui en fait dans les discours n'est pas du tout féministe, mais en fait dans les pratiques peut-être qu'il fait des actes de domination mais explicites où en fait on va lui dire mais là c'est n'importe quoi, t'arrêtes tout de suite de faire ça, que d'être avec quelqu'un qui non moi je suis hyper féministe mais qui en fait va exprimer sa domination par de nouveaux biais qui empêchent la condamnation et la réplique quoi. Je vais être délicate avec ça, mais je pense qu'il y a des garçons et des hommes qui sont d'accord avec des valeurs égalitaires, sont d'accord avec tout ce qui est égalité politique, juridique, officielle, etc., qui s'identifient tout à fait avec des valeurs féministes, et dans leur vie quotidienne, ne l'appliquent pas. Et là, c'est un travail émotionnel énorme aussi pour les femmes et les filles d'accompagner à ce changement-là. Plusieurs femmes, fatiguées de faire ce travail auprès de leurs proches, ont décidé de l'organiser de manière collective et cadrée. Comme les facilitatrices des cercles de parole entendus tout à l'heure, ou comme Marie-Charlie Pignon. Elle organise régulièrement des groupes de parole entre hommes auteurs de violences. L'intention, c'est vraiment de pouvoir se réunir entre personnes qui se considèrent hommes et qui reconnaissent avoir commis des violences. J'utilise le mot violence au sens large, puisque plus je bosse, plus je me dis que la question des violences sexistes et sexuelles, elle est englobée dans une pensée qui est une pensée de violence en général. Et donc c'est comme ça que je le pense. Pour elle, le changement passera par ces espaces qui permettent aux hommes de se mettre au travail. Avec l'écoute des autres, donc ça vous propose... Ils étaient une dizaine ce soir-là. Ils viennent de leur propre initiative et hors contexte judiciaire. Ils reconnaissent avoir commis des violences sexuelles, physiques ou psychologiques à l'âge adulte et pour certains en tant qu'enfants sur d'autres enfants. Si c'est too much qui est en train de se dire, vous voyez le sujet qui est en train d'arriver, vous pouvez tout à fait, avec délicatesse... Après avoir longtemps réfléchi, j'ai décidé de les enregistrer en pensant au livre de Dorothée Ducy sur l'inceste. Elle y expliquait qu'on ne pourrait pas comprendre les violences sans entendre aussi les auteurs. Je me pose pas mal de questions sur notamment une forme d'addiction au sexe, vouloir coucher avec des femmes. Depuis que je suis célibataire, j'ai quand même couché avec plein de femmes. Il y a notamment une question par exemple, que je me pose, c'est, moi je vois que de par mon parcours, de par notamment la pornographie que j'ai commencé très jeune et que j'ai arrêté il y a 1 an, mais j'en ai quand même regardé beaucoup de mes 12 ans à 33 ans, je vois que notamment à cause de ça, je sexualise tout le temps les femmes. Dès que je vois une femme qui potentiellement me plaît, c'est d'abord une pensée sexuelle et après ça part. Et souvent dans ma tête je me dis mais est-ce que le mec à côté de nous, est-ce que mon pote qui regarde aussi du porno, qui a peut-être pas commis de violence, qui en a peut-être commis, je sais pas, qu'est-ce que lui il pense de cette femme et pourquoi est-ce que je suis pas normal d'avoir ces réflexions, ces ressentis. Enfin, en fait je comprends pas du coup quel est mon rapport au sexe, au désir. Moi j'ai envie de te partager qu'à l'écoute là, ça se mélangeait, tu vois, entre des récits qui sont de l'ordre de j'ai envie de sexe ou j'ai envie d'une personne. Je pense qu'il y a plein de moments, il y a quelque chose autour du j'ai envie de baiser, il n'y a plus personne en face. Je pense que c'est juste parce qu'on est des hommes, quoi. Enfin vraiment, on se le permet. En tout cas moi je me le suis permis et le problème fondamental c'est ça en fait, savoir si on savait ce qu'on faisait. Moi pour ce qui est mon cas je pense que oui. Au dernier moment c'était plus bon, il n'y a plus de consentement. Mais non, j'y suis allé quand même parce que des moments où tu te dis de toute façon je veux le faire, je le fais quoi. Donc en fait c'est une prise de pouvoir pour moi. Et à partir de là, ce qui se passe derrière,
Moi, je sais que j'y ai absolument pas pensé, quoi. C'est intéressant la question de qu'est-ce qui pousse à le faire. Moi, je pense que c'est pour mon cas la frustration. La fois où je l'ai commis, c'était beaucoup lié au fait que faut que ce soit aujourd'hui. Faut que j'ai du sexe aujourd'hui, c'est ça que tu dis ? Ou avec cette personne ? Bah là, c'était avec une personne qui est en couple. Mais c'est aussi de se dire ah, mais sinon, ça va repousser à plusieurs semaines. Je pense que les moments où j'ai pas eu le consentement de la personne, je me suis jamais vraiment posé la question de pourquoi je l'ai fait sans. Enfin, qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à le faire alors qu'elle voulait pas et qu'elle exprimait clairement, physiquement, qu'elle disait non. Et je voulais qu'elle me désire, cette personne ne me désire pas. Et du coup, je décide de faire comme si je me rendais pas compte qu'elle me désirait pas et de faire comme si je me rendais pas compte que, en fait, moi, j'ai envie du désir qu'elle me donne pas. Le sujet de l'autre, qu'est-ce qu'il en est maintenant en fait ? Qu'est-ce que moi je fais dans ma vie pour changer des comportements, des mécanismes qui font que ça ne se reproduise plus ? Parce que moi aussi j'ai beaucoup eu ce truc-là de rédemption en fait. Mais vraiment. Tu cherchais la rédemption ? Ah oui, ouais. Oui, complètement. Pourtant je suis athée. Et je pense que c'était un stratagème pour moi, pour un peu aussi me soulager et me dire la rupture, je suis un monstre. La culpabilité, des fois peut-être même déplacée, une espèce de truc qui en fait c'est un brouhaha qui m'empêchait vraiment de réfléchir, et c'est à partir du moment où j'ai commencé à poser le sujet de l'autre, qu'est-ce qu'il en est maintenant en fait. Ce soir-là, en sortant de ce cercle, j'ai repensé à la théorie de la mauvaise compréhension dont m'avait parlé la sociologue Lydia Fener. Ce mythe selon lequel l'absence de consentement ne serait pas perceptible par l'autre. Dans ses travaux, Lydia Fener explique qu'au contraire, les études psychosociales prouvent qu'hommes et femmes comprennent de la même manière les signes tacites de consentement et de non-consentement. C'est aussi une hypothèse qui peut être véhiculée par les garçons ou les hommes, ou par toute personne qui peut être violent, pour justifier aussi son acte, de se dire ce n'était pas clair, je ne savais pas. Ça remet bien sûr la responsabilité sur les filles ou les femmes, à bien communiquer son envie ou pas. Cette hypothèse de mauvaise communication persiste, à mon avis, d'une part parce que c'est actionnable. C'est plus facile pour créer des programmes d'éducation ou de prévention, parce que si le problème est un manque de compétences à la communication, on peut enseigner, donc il y a une solution. Et de plus, bien sûr, c'est perpétué encore parce que ça correspond à nos attitudes et nos stéréotypes de genre, difficiles de déconstruire et parfois pas souhaité à déconstruire tout ça. Il y a aussi l'érotisation de la dominance, de se dire c'est normal et c'est sexy, c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que les filles arrivent enfin à avoir un désir. C'est parce que je l'ai créé, et c'est là où je pense que on a un réel besoin d'avoir plus de discours et surtout beaucoup plus d'action envers les garçons et les hommes autour des pratiques de coercition. Ça peut être de la pression, ça peut être de la manipulation, ça peut être du chantage affectif, ça peut être du surprise, ça peut être tout ce qui est stratégie ou technique de négociation dans laquelle l'autre n'est pas, en fait, pour faire très simplement, l'autre n'est pas un humain complet. L'autre est un objet de son propre désir, que ce soit conscient ou pas, d'être dans une stratégie de conquête de cet objet-là, de l'accès à son bien. La violence sexuelle est beaucoup plus liée à un désir de pouvoir qu'un désir physiologique, donc c'est important de le dire. Et c'est là où il y a un travail à faire et un discours manquant sur l'éducation à l'empathie et une vraie déconstruction de genre. Et de se remettre en question en tant qu'homme et garçon, très premièrement. Tu n'as pas le droit à l'autre, à accès à l'autre, à une interaction sexuelle ou sociale, parce qu'on peut aussi appliquer ce même cadre psychologique à la violence conjugale ou à la division des charges domestiques, au travail de l'autre ou don de l'autre, à la natalité, à plein d'autres sujets.
Enfin, il y a une banalisation aussi du côté des femmes et des filles de ce type de comportement, de se dire c'est normal, c'est un mec, etc. Oui, ok, il va insister un peu, mais c'est comme ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de travail à faire sur ça aussi, de désenraciner ça d'un discours biologique aussi. Je pense qu'en termes de sanctions, on voit déjà des choses qui se mettent en place. Avec les générations, il y a de moins en moins de femmes qui se mettent en couple à longue durée avec des hommes. Il y a de moins en moins de femmes qui veulent se marier ou avoir des enfants avec des hommes. On parle beaucoup de l'épidémie de solitude chez les hommes et les garçons. Et en fait, c'est pas pour rien. Si je dois choisir entre être seule et peut-être subir tout ça, je préfère être seule tant que je rencontre pas quelqu'un qui peut être en mesure d'être à mon niveau aussi. Je voulais vous raconter le jour où j'ai dit non, pour la première fois, au fils, à l'un d'entre eux, le plus pressant, le plus présent. Je m'étais promis, durant tout le vol de Paris à Béjaïa, que c'était terminé, que je dirais non, qu'il ne me prendrait plus rien, que je ne donnerais plus rien. Nous avions assez joué. Et puis quoi encore? Le mariage dans la foulée des caresses volées? Je profiterai de mon été, pleinement. J'irai à la mer, je mangerai des brochettes sur la plage, je lirai un livre, je bronzerai à cramer la chair, une glace à l'eau pour le goûter, retour chez ma grand-mère. Je mettrai ma serviette à sécher, demain ce serait encore plage. L'aider à couper les courgettes, ça sentirait bon le ragoût. Un ragoût de poisson, sa recette. Une tablée silencieuse et puis une soirée joyeuse. Une journée de vacances bien vécue. J'avais tout tracé, tout écrit aussi pour ne pas oublier tout ce que j'avais prévu de faire. Ça se passerait ainsi cette fois-ci. Et ce serait formidable. Myriam Alkamar, Insolation. Cet épisode, comme toujours, m'a permis de relire plusieurs expériences passées sous un jour nouveau. Je me suis rendu compte que tous ces moments où mon consentement n'avait pas été respecté avaient eu un impact fort dans ma construction, mon identité. Il ne s'agit pas de violence, mais j'ai longtemps clairement dit non à mes parents, à propos de situations familiales qui ne me convenaient pas. J'ai dit non pour moi et pour ma sœur. Mais cela n'a pas été entendu. J'ai beaucoup pensé à la contrainte à l'hétérosexualité, dont parle Adrienne Rich. Le fait d'avoir eu des relations hétérosexuelles, puis d'avoir été en couple avec un homme jusqu'à 35 ans, sans me rendre compte que j'étais lesbienne. Je ne me suis pas forcée. J'ai vécu des moments de bonheur. Mais je n'étais pas au bon endroit. Et je n'ai pas eu la possibilité de choisir parce que rien ne m'était proposé en face. Tout était dans le brouillard, invisible. J'ai consenti à l'hétérosexualité sans la désirer. Je pense que ces deux expériences ont été fondatrices pour moi. Je travaille aujourd'hui à ne plus m'oublier, à exprimer mes besoins et mes limites. C'est encore très difficile, parce que toutes les fois où je l'ai fait, on ne m'a pas entendu, ou les proches sont partis. J'ai encore peur de blesser celles que j'aime, ou de les perdre. Je pense que tout cela a aussi à voir avec le consentement. Comment nos esprits et nos corps sont façonnés. C'est ce que m'a raconté l'une des participantes à un groupe de parole entre femmes, animé aussi par Marie-Charlie Pignon. Qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, en fait, on est aussi loin de soi, qu'on se connaît aussi mal, en fait? J'étais dans une relation d'emprise ou toxique qui a duré 6 ans. Il me faisait croire, en fait, qu'il y avait un consentement. C'est que parfois, il y avait une écoute, parfois, il n'y en avait plus, enfin, qui vous fait perdre le rapport à vos limites et à votre désir, et même à la fin de la relation, je sentais que quand j'avais du désir, c'était presque un faux désir, enfin un désir manipulé
Parce qu'en fait, comme il faisait de la rétention et qu'il me donnait pas d'amour, évidemment, moi, j'étais complètement affamée. Et du coup, je pensais qu'à travers la sexualité, j'allais trouver un contact que j'avais pas par ailleurs avec lui. C'est une sorte de piège, en fait. Je me souviens avoir écrit à la fin de la relation, ça va peut-être être un peu violent, comme que j'avais l'impression de m'auto-violer, en fait. J'avais besoin de me convaincre que j'étais consentante, en fait. Qu'est-ce qui a permis ça ? Entre autres, je pense que c'est un continuum de relations avec d'autres hommes avant. Et l'enfance, c'était pas des violences sexuelles, c'était la violence psychologique et physique. Mais ça implique le corps. On a eu une enfance assez difficile. On nous a jamais vraiment demandé notre avis. On nous a plus traités comme des objets. J'ai un exemple concret qui est mes parents, ils ont divorcé. Moi, on m'a pas demandé à aucun moment chez qui j'allais habiter, par exemple. Et pour moi, le consentement, c'est aussi avoir une considération envers l'autre, qui passe par est-ce que ça va, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est des petites attentions, des petites choses qu'on ne voit pas forcément ou qu'on n'a pas forcément conscience, qui sont la fondation et la base en fait d'une relation saine. Allez, vas-y, lance le dé. 6. Ouais, génial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive à un repas de famille avec mes parents et mes parents me demandent de faire la bise à tous les invités. Je leur dis que je préfère les saluer poliment avec un signe de main. Ils me disent qu'un gentil garçon ferait de la bise sans discuter. J'ai fini par les écouter. Alors, est-ce qu'il y a consentement ou pas ? Pourquoi les filles ? Parce que déjà, elle est mal à l'aise de faire des câlins et on ne l'a pas écoutée parce qu'on l'a forcé un peu à le faire. Est-ce que ça c'est quelque chose qui vous arrive ? Par exemple, vous n'avez pas envie de faire le bisou à un adulte et finalement vous devez quand même lui faire la bise parce que c'est la politesse. Ouais. Moi, en fait, ma grand-mère avec son copain, elle est dans un club de pétanque. Et en fait, il y a beaucoup de gens que je connaissais, sauf que moi, j'étais pas forcément à l'aise de leur faire des câlins ou des bisous, enfin de la bise. Mais du coup, moi, je voulais juste leur faire un signe de main. Mais ma grand-mère m'a dit, vas-y, ils vont pas te faire de mal. Et du coup, j'y suis allée, mais sur le coup, c'est pas... Et du coup, est-ce qu'on a respecté ton consentement ? C'est pas facile de dire des fois à des personnes, non, ça, j'aime pas. En fait, moi, j'ai un peu un problème, c'est que du coup, parfois, je suis pas à l'aise de dire non parce que par peur de les blesser. Et c'est ça que tout le monde me dit, c'est pas à ta place. Donc on te fait comprendre que c'est pas ta place, t'as peur de décevoir. Donc c'est pour ça que toi, par exemple, tu te sentirais pas de leur dire. Ouais, il y en a d'autres ? Moi, ça dépend un peu des personnes parce que il y en a en qui j'ai confiance, en qui je sais que ils vont pas me gronder, ils vont comprendre. Et il y en a d'autres où un peu moins, quoi. Ouais. Donc ça dépend des adultes et de comment les adultes se comportent avec vous. Ouais. Mais en tout cas, sachez que c'est un de vos droits. Vous avez le droit, c'est même écrit dans la loi, que vous avez le droit à ce qu'on respecte votre consentement. Ok, c'est pour ça que on fait ce jeu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé, de vous être confiés à moi. On est parlé tous ensemble, vous êtes bien écoutés, donc on peut vous applaudir, bravo. Et puis à bientôt. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard, accompagnement éditorial Sarah Bénichou, lecture Laure Giapiconi, illustration Anna Vanda Gogusset. Merci à Frédéric Paulet-Rouillère pour ses travaux et nos discussions qui ont nourri cet épisode. Merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait confiance, notamment les facilitatrices des groupes de parole et Marie-Charlie Pignon. Merci à Mathilde Yansa. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute avec Un livre à soi ou l'épisode Le mythe de l'allumeuse, le consentement expliqué à ma fille, dans Vivons heureux avant la fin du monde de Delphine Saltel. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.